Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. J'ai beaucoup de livres chez moi, peut-être plus de 2500 à mon avis. Le gros problème, c'est que parmi eux, il en existe qui sont juste des ovnis. Qui, quand je les ai lus, c'est pas seulement qu'ils m'ont marqué, c'est juste qu'ils m'ont mis une claque monumentale et que je me suis dit comment c'est possible que ce truc ne soit pas aussi connu. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de gens qui connaissent ce bijou. L'idée de cette vidéo, c'est de vous les partager, de vous dire à quel point ils sont à chaque fois géniaux et extrêmement bizarres, et de vous expliquer comment, en lecture intelligente, ma discipline, si ça vous intéresse, allez suivre ma newsletter, comment je vous conseille de les lire. Le premier de ces bijoux, et je tenais à commencer par lui, c'est Simulacre et Simulation. Pourquoi ? Déjà parce qu'il apparaît dans Matrix. Il apparaît dans cette scène du début du film où Neo, le protagoniste, cache des disquettes illégales dans un livre creusé, et ce livre, c'est précisément un livre d'un philosophe français du XXe siècle, Jean Baudrillard, qui a pour titre Simulacre et Simulation. Qu'est-ce qu'un simulacre ? Quand j'ai découvert déjà cette définition, j'ai compris Matrix. Simulacre, c'est ce qui n'a que d'apparence. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est comme la couverture d'une pilule, d'un bonbon. Ce n'est que la coque, que la partie apparente. Il n'y a rien à l'intérieur. Ce qui est absolument génial, c'est que Simulacre et Simulation, c'est autant un des plus grands ouvrages, à mon sens, de philosophie de la fin du XXe siècle, tout simplement parce qu'il décrit de manière extrêmement avant-gardiste ce qui va se passer et ce qui se passe aujourd'hui. Les influenceurs, j'espère pas comme moi, qui n'ont que d'apparence, mais très peu d'être, de trucs à l'intérieur, de richesse. Et cette propension dans la vie de tous les jours que l'on connaît à juste ne voir que du vide, que voir de l'apparence. Et Baudrillard avait dit en gros que Matrix, dans une interview, n'avait pas du tout compris son livre, que les réalisateurs qui avaient fait un clin d'œil à Baudrillard n'avaient rien pigé à sa philosophie. Parce que pour lui, la réalité n'est pas juste une simulation comme dans Matrix, la réalité est pour lui une absence totale de réalité. Je crois que juste avec cette phrase, vous venez de tiquer un petit peu. ouvrez Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard, vous comprendrez la profondeur de la pensée et la profonde tristesse de notre temps, avec des mots et une philosophie absolument géniale. Ouvrez ce bouquin, allez lire Matrix ensuite, et surtout essayez de ne pas prendre un Xanax juste après, parce que c'est explosif, littéralement. Et évidemment, je ne pouvais pas enchaîner sans parler d'un livre qui fait quand même très bizarre de se dire « Putain, c'est un prix Nobel ». Bossin et Belfès de Moyane. Alors évidemment, la politique chinoise et tout n'a pas du tout aimé, a même complètement censuré Bossin-Belfès, alors que, à mon sens, c'est juste un bijou de littérature. Il n'y a pas plus à dire. Pourquoi est-ce qu'il est aussi spécial, aussi bizarre ? Déjà, le titre annonce cette logique-là, c'est que c'est un style unique. Je ne suis pas grand fan des romans de manière générale, mais là, il y a de l'ordre du mélange des genres. Une satire sociale, déjà une compréhension de la Chine profonde, de la vie rurale, un réalisme un petit peu magique où parfois on va tourner sur des mythes, sur des personnages très très bizarres qui nous semblent à la fois extrêmement proches de nous, mais aussi venant d'un monde totalement différent. Et surtout, à mon sens, la lecture de Bossin-Belfès, c'est surtout l'explosion émotionnelle que l'on peut ressentir. Je suis un mec, je suis hyper utilitariste, je suis hyper école de commerce, nanani, optimale, etc. Ce livre-là, je crois qu'il est universel en ce sens que c'est un choc émotionnel par la pluralité des thèmes abordés. On a de la famine, de la sexualité, de la violence, de l'oppression, des familles, etc., etc. Et on revient paradoxalement à un livre, un roman extrêmement philosophique où, à travers la beauté des personnages, on a une analyse de l'existence, parfois brutale, mais tout simplement magnifique. C'est révolutionnaire à mon sens, c'est une saga extrêmement complexe. Si vous avez aimé notamment Gabriel Garcia Marquez, vous devriez absolument adorer Moyane, je pense. On sort de cette lecture complètement déboussolé, on ne sait plus du tout où on est,
Et pourtant, comme un beau voyage, comme Ulysse rentrant de son voyage, on sait qu'on a vécu. Juste pour ça, allez acheter ce bouquin qui est en plus un prix Nobel de littérature. J'enchaîne parce que lui est absolument génial. D'ailleurs, il est juste à côté de mon bureau. C'est peut-être d'ailleurs le plus beau livre, je trouve, extrêmement visuel, je trouve, que j'ai dans ma bibliothèque. C'est Nietzsche en schéma. Je trouve la première de couve juste magnifique. Et l'idée de ce livre, j'avais lu dans une interview que le philosophe qui s'en était occupé s'était dit qu'il s'était lancé dans ce bouquin pour éviter que ses élèves s'endorment en classe. Si ça, c'est pas génial. Et l'idée, tout simplement, c'est de faire de la philo avec des schémas. On va faire de la philo quelque chose de purement textuel, et ben on va en faire quelque chose de visuel. Et je crois que avec Nietzsche, c'est une expérience géniale. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et même beaucoup de personnes un peu plus âgées veulent se replonger via Nietzsche parce que c'est hyper courant en ce moment, etc. Le livre est juste brillant dans sa simplicité, dans sa capacité à vous faire comprendre qui est Nietzsche par un vrai connaisseur de Nietzsche. Et surtout, en plus d'être une excellente introduction, il vous permet de comprendre que la philosophie, ce n'est pas juste des textes chiants, d'argumentaires, de débats, de thèses, antithèses, synthèses, comme on nous l'a balancé à l'école. Non, la philosophie, ça vous aide à penser, ça vous aide à visualiser et ça vous aide à clarifier le réel. C'est extrêmement beau, c'est d'un plaisir de comprendre un philosophe comme Nietzsche, de le recomprendre de manière complètement nouvelle grâce au schéma. Et juste pour ça, si vous êtes un petit peu intrigué par la philosophie et que parfois vous avez trouvé ça trop difficile, et j'ai même envie de dire, si vous trouvez que Nietzsche, vous pensez l'avoir compris, allez lire Nietzsche en schéma, c'est absolument génial. C'est un souffle, un nouveau souffle que ça vous donne. Et en ce début d'année 2025, ça vous donnera l'envie de repartir en philosophie, surtout avec un ouvrage aussi beau. Quand même, on s'arrête sur ça, c'est pas magnifique ce truc-là? Alors maintenant, je vais enchaîner juste sur un bouquin que j'ai repéré, je sais pas ce qu'il fait. En fait, vous connaissez certainement ce genre de bouquin que vous avez chez vous et vous vous dites, mais d'où il vient? C'est pas ma famille qui l'a acheté, c'est pas moi qui l'a acheté. Il prend un peu la poussière, mais de temps en temps, il nous regarde du coin de l'œil et on se dit, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dedans. C'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près un mois avec le livre de Mathilda Guica, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui s'appelle tout simplement Le Nombre d'Or. Et on se dit, alors attends, Thomas, généralement, il est fan de philo, d'histoire, d'économie, parfois de romans, bref, il est fan de lecture surtout. Mais on se dit, qu'est-ce que Le Nombre d'Or fait dedans ? Et ben, j'ai découvert qu'en fait, c'est le livre préféré des architectes et des mathématiciens artistes, j'ai même envie de dire. Salvador Dali, le grand Salvador, l'utilisait et disait lui-même le lire assez souvent pour s'en inspirer. Pourquoi ? Parce que ce livre de Mathilda Guica, qui est à la fois un mathématicien et aussi un artiste, mais aussi un diplomate, ça me fait un peu penser à Romain Gary, a fait dans ce bouquin un mélange de science et d'art. Parce que c'est précisément ça, le nombre d'or. C'est cette idée selon laquelle cette valeur si particulière, ce 1,618 est si particulier, mais pourtant une telle constante dans la beauté humaine qu'il va le décortiquer. Il va chercher à nous partager ses fondements. Pourquoi est-ce que c'est autant harmonieux ? Pourquoi est-ce que dans beaucoup des plus belles œuvres d'art, on retrouve cette valeur de manière permanente ? Quitte à se demander s'il n'y a pas un complot, etc. Dans l'art, dans la nature, parfois si vous êtes intéressé par le biomimétisme, ça va vous intéresser, dans l'architecture. Et on va avoir ces liens en fait permanents entre mathématiques, spiritualité, beauté, qui rendent à la fois l'ouvrage extrêmement intéressant à lire, parce qu'on en apprend beaucoup d'un point de vue très mathématique, en étant extrêmement simple, et surtout quelque chose qui est extrêmement palpable, c'est qu'on se rend compte que, non, on n'a pas tous des goûts extrêmement uniques. Le 1,618, vous allez tourner des pages, vous allez avoir des visuels et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que ça me plaît ce truc-là alors que genre c'est un rectangle extrêmement simple, c'est juste que c'est un rectangle où c'est 1,618 x 2 et avec des rapports, et juste vous avez des rectangles et vous allez vous surprendre à juste regarder les rectangles et à vous dire pourquoi est-ce que ce truc c'est aussi beau, genre enfin c'est un rectangle quoi. Et cette beauté de la chose, cette beauté de la simplicité et de l'analyse d'un concept extrêmement simple et pourtant d'une profondeur infinie, ça m'a passionné. C'est une lecture qui, encore une fois, bouleverse par sa nouveauté et son caractère un peu what the fuck,
et qui, à mon avis, va vous plaire tellement elle vous ouvre des portes. Bon, alors maintenant, je vais enchaîner sur un livre et sur un roman très très particulier. Lui, il est vraiment chelou, et lui, il est tellement chelou qu'il m'avait fait peur. Il m'avait vraiment fait peur. Je parle de Rayuela de Julio Cortázar. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Là, c'est vraiment mon espagnol B2 bien naze qui ressort. Et il m'a été offert par mon ami colombien. Dani, si tu passes par cette vidéo, je t'embrasse. Et c'est un roman qui a été construit pour être lu de deux manières. Et déjà, on se dit, bon, même lui, il trépignait quand il me l'a filé. C'est qu'en fait, il peut être lu linéairement, une lecture linéaire. Vous commencez page 1, vous terminez page, je ne sais pas, 556. Mais vous pouvez aussi le lire suite à une table de renvoi proposée par l'auteur. Et l'idée, c'est que ça crée déjà un petit hic en tant que lecteur, parce que vous pouvez certes faire le choix de se dire, ok, bah vas-y, je commence linéairement, ce que j'ai fait. Mais en fait, après, vous vous dites, mais comment ça se fait que je suis en train de lire un livre qui peut être lu genre en mode chapitre, il faut que je passe de page 278 à page 57 et après page 343, et comment ça se fait que si je le lis de cette manière-là, je vais pouvoir le lire aussi. Je vais pouvoir lire ce roman. Ce qui est très bizarre, et ce que ça crée chez vous en tant que lecteur, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'avait un peu explosé le crâne, c'est le fait de me dire « Ah mais attends, du coup là quand je vais lire la page 1, la page 2, pour moi c'est un début, mais si j'avais choisi autrement, ça se trouve c'est la fin, ça se trouve c'est les... je sais pas, moi je suis à 98% du livre. » Et ce qui se passe donc pour vous en tant que lecteur, cette petite expérience de déclic, juste de changement, en fait, ça vous fait lire le texte, vous, dans votre tête, vous vous dites « Putain, mais donc du coup, là, il y a des trucs que je suis en train de lire qui sont censés, qui sont censés être à un autre moment, mais pour moi, c'est le début, peut-être que pour l'autre, c'est la fin, mais comment ça se fait ?» Et donc, vous vous mettez à mettre votre cerveau en ébullition et à analyser le texte. Et des grands lecteurs, j'en ai rencontré que 2 qui avaient lu Rayuela de 2 manières différentes, donc linéairement et suivant la table des matières. J'ai vu plein d'analyses sur cette espèce d'idée de faire un livre anti-structure, parce que c'est clairement ça, qui est d'ailleurs qui a été le livre initiateur d'un mouvement qui s'appelle le réalisme magique, dont on va certainement reparler dans cette vidéo. Et c'est très intéressant parce que moi qui suis passionné par la lecture, ça fait 3 ans que je travaille pour construire des outils, des techniques, des méthodologies de lecture que vous pouvez rejoindre en rejoignant ma newsletter. En fait, c'est extrêmement bizarre, quoi, parce que vous vous rendez compte qu'en fonction du livre que vous avez, la manière dont vous allez le regarder, dont vous allez le lire, va être complètement différente. C'est pour ça que Rayuela, c'est absolument génial. Alors maintenant, on va dans un autre domaine très particulier de la sociologie, et surtout chez Erving Goffman, donc, qui je crois est un sociologue interactionniste, va-t-on dire. Interactionniste, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser précisément aux interactions très proches des humains et des classes sociales entre elles. Ce que ça va impliquer dans ce livre qui s'appelle « La mise en scène de la vie quotidienne », le caractère extrêmement nouveau, en tout cas que je ne connaissais pas, c'est cette capacité d'analyser des interactions de l'ordre de la seconde. Je vais m'expliquer. Ce que fait Goffman, c'est qu'en fait, et l'anecdote qui a un petit peu été créatrice de ce livre, c'est l'idée selon laquelle, en fait, il a observé des touristes à Las Vegas, et quand je vous dis observer, c'est pas juste oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est regarder leur corps, leurs paroles, vraiment sur des laps de temps de 10 secondes. Et l'idée, c'est de prendre un sociologue qui s'est passionné sur ce genre de 10 secondes comme ça, qui sont de l'ordre du quotidien pour nous, et qui va décortiquer, créer une espèce de théorie des rôles sociaux que chaque individu va essayer de se porter, va essayer de se mettre à un instant T, qu'il va pouvoir changer 4 secondes après en fonction de l'autre phrase, et de montrer toutes les incidences que ces jeux de rôle que l'on joue au quotidien, quand vous allez prendre votre baguette à la boulangerie, quand vous rentrez dans une église, quand vous voyez votre meilleur pote en train de, je sais pas moi, faire une bêtise dans la rue, vous allez jouer des rôles sociaux extrêmement différents d'un switch à l'autre. Et
ce livre, donc Erving Goffman, et ça c'est la première version qui est la présentation de soi, va vous expliquer avec une analyse extrêmement fine comment et pourquoi vous faites ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi choquant, vous allez me dire? Déjà parce que on se sent un peu dévoilé. On se dit, mais oui, oui, c'est exactement comme ça que je fonctionne, c'est exactement comme ça que tout le monde fonctionne. Vous allez voir juste chapitre après chapitre des analyses comme ça, de petites scènes qui vont se produire, et l'analyse de Goffman qui va dire, ok, bah là, ce mec-là, il va être en train de jouer tel rôle. Sauf que quand il fait ça, quand il remet, je sais pas moi, sa cravate, et que à côté, la femme d'en face va le regarder en faisant tel œil, alors il va sentir qu'il va être dans une position de bascule. Donc il va enlever sa main de sa cravate, et après il va dire à la femme, il va lui donner un compliment pour que celle-ci détourne. Et, et juste, vous allez vous dire, putain, je savais pas qu'on pouvait analyser ça avec une telle profondeur. Vous allez vous dire, ok, ce mec-là, c'est un peu la série Mentaliste. Vous voyez le mec, ou genre Sherlock Holmes, le mec qui analyse l'infracorporel, le langage, etc., pour en construire du sens et un peu résoudre des enquêtes. Bah là, le truc, c'est que c'est de la sociologie. C'est fait avec des outils sociaux qui sont extrêmement bien sourcés, extrêmement bien détaillés, qui s'appliquent et qui vous créent chez vous un espèce de canevas d'outils et de repérage, et qui va faire... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Je sais que je suis un peu chelou, mais en vrai, non, je pense pas. Mais c'est que quand je lisais ça, je me souviens m'être fait un espèce de truc pendant 15 jours où je lisais que du Goffman, et où je me regardais déjà agir, et après, parce que c'est plus simple, je regardais les gens agir, voir comment ils agissaient quand je faisais un petit truc un peu différent, le faire volontairement juste pour voir comment ça va se passer. Ça, c'est une expérience de lecture qui vous rend profondément acteur. Moi, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point dans mes cours de lecture intelligente, c'est précisément d'appliquer les concepts que vous allez lire pour les retenir, pour tirer plus de plaisir de vos lectures, etc. Et précisément, là, vous avez un espèce de guide qui pourtant est de la sociologie, mais qui va vous apprendre à agir dans le réel et qui va vous faire penser votre réel, qui va le densifier de connaissances. C'est radical, c'est neuf, c'est génial. Bon, c'est pas étonnant, je vais encore vous citer un bouquin qui a juste été banni dans son pays lorsqu'il a été publié, interdit même complètement, c'est même pas censuré, c'est interdit à sa sortie. Tout simplement parce que l'objectif de ce bouquin, c'est de dévoiler des secrets pour prendre le pouvoir politiquement. Technique du coup d'État de Curzio Malaparte, c'est un ovni, tout simplement. Je crois que c'est le premier livre de ma vie, d'ailleurs c'est mon patron qui me l'avait, mon ancien patron qui me l'avait conseillé, où juste j'ai lu ça et je me disais, putain mais on a le droit de faire ça. C'est tellement choquant de... Ah bah oui, ça marche. Que vous allez vous dire, mais comment est-ce que ce mec-là a pu avoir eu l'idée de faire ce bouquin? C'est perturbant et à la fois extrêmement satisfaisant. Curzio Malaparte, déjà, c'est quand même un mec qui était fasciné par les dictateurs et qui a rencontré Mussolini et Hitler pour étudier au plus proche de ces personnes-là leurs tactiques. Et même si c'est les plus grandes ordures de l'humanité, on ne peut pas leur enlever le fait que, en termes de tactique, ils avaient passé du temps. Ils avaient construit des méthodologies, des manières d'agir pour prendre le pouvoir, pour fasciner, pour tout ce que vous voulez. Et ce qu'a décidé de faire Curzio Malaparte dans ce bouquin-là, qui est absolument génial, qui est très rare, et que si ça vous intéresse, je vous conseille de commander le plus rapidement possible, c'est de faire un descriptif, peut-être minute après minute, demi-heure après demi-heure, je dirais même, de décortiquer les instants où il y a eu des coups d'État, où il y a eu des révolutions. Donc vous avez la révolution bolchevique, vous avez le coup en Hongrie, vous avez Pinochet, je crois, vous avez aussi Mussolini, vous avez aussi Hitler, vous avez aussi évidemment Trotsky. Et vous allez comprendre comment un groupe d'hommes relativement petits font sur 3 jours, et c'est historiquement sourcé, pour prendre telle ville et après prendre tout un pays aussi grand que la Russie. Et en fait, ils vont faire tout un jeu de stratégie, de dire ok, vous allez vous mettre là, vous allez vous mettre là, nous on va faire ça en ce temps-là, on va aller prendre les armes à cet endroit-là, on va couper les communications là. Et vous voyez
comme si vous y étiez, à la fois comme si c'était kiffant parce que vous voyez un plan qui se déroule et qui fonctionne la plupart du temps, et vous vous dites, mais ok. Et d'un autre côté, vous vous dites, c'est aussi simple que ça. Cette expérience en tant que lecteur, elle est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'elle témoigne du fait que la lecture, le livre, hein, lorsqu'il est bien écrit, vous rapproche beaucoup plus fortement de la réalité que ce que ne pourrait faire un film, typiquement. Même si un film a cette capacité de vitesse, etc., un film, du fait de sa vitesse, ne pourra pas vous stimuler autant intellectuellement parce qu'il ne vous laissera jamais le temps. Vous êtes perpétuellement dans le feu des images, etc. Là, ce livre-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir peu d'images, quoique pas mal pour un livre lambda, mais surtout, vous allez être en ébullition intellectuellement. Cette sensation, moi personnellement, c'est ce que je cherche le plus souvent quand je vais lire un livre. Et dans Technique d'un coup d'état, je crois que c'est impossible de trouver mieux. C'est tout simplement un bijou d'écriture, de narration, heure après heure, moment après moment, renversement après renversement, et on finit par se dire, mais comment ça se fait que ce soit aussi simple, aussi stratégique, aussi beau, quoi, parce qu'il y a une vraie beauté dans la stratégie, dans l'enchaînement des choses et de voir comment l'histoire s'est construite. Ça vous investit dans l'histoire, ça vous donne envie de lire de l'histoire. Moi, c'est ce qui m'a permis après d'aller lire sur le XXe siècle, sur les prises de pouvoir, sur les dictateurs. Ça m'a donné une envie folle de bouffer juste de l'histoire. Et je vous encourage assez fortement à aller lire Technique d'un coup d'état. Bon, naturellement, je pouvais pas faire une vidéo sur les livres les plus chelous et les plus fous que j'ai rencontrés sans parler de La Société du spectacle de Guy Debord. Tout simplement parce que La Société du spectacle de Guy Debord, c'est peut-être le livre qui m'a mis la plus grande claque dans toute ma vie. Et c'est assez bizarre, déjà dans sa construction. C'est 221 thèses, et le livre n'est pas gros. 221 thèses qui sont subdivisées en 9 chapitres, qui vont avoir, je trouve, comme élément très particulier, même si c'est un livre qui cherche à défendre une thèse, en fait, à ne pas défendre une thèse, même plutôt à ne pas démontrer quelque chose, mais plutôt à montrer. Ce qui est extrêmement spécial avec la lecture de La Société du spectacle, c'est cette idée selon laquelle c'est juste quelqu'un qui va vous montrer le quotidien des objets, notamment de ce qui vous entoure, de pourquoi est-ce qu'on achète tant de choses, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être entouré de tant de choses, pourquoi est-ce que beaucoup de choses en tout cas, tournent autour de la consommation, etc., etc. Et la spécificité qu'aura Debord, et je trouve son regard très spécifique, ce sera cette capacité qui, à mon sens, tourne autour du concept de spectacle. C'est de montrer qu'il y a dans nos vies une espèce, et un besoin même, de mise en scène. Cette capacité d'être un acteur, de montrer, d'avoir des gens qui sont spectateurs de vous-même, avec des objets qui vont être des éléments que l'on va chercher à utiliser pour nous faire jouer un certain rôle, nous faire avoir une certaine position. Et tout ça, ce que ça fait, c'est qu'en tant que lecteur, c'est un miroir qui est tourné vers vous. C'est une métaphore que j'avais souvent prise et qui, en fait, quand vous allez lire notamment du Gilles Lipovetsky avec L'Air du vide, ou tout à l'heure quand on a parlé de simulacre et simulation, c'est ce genre de bouquin qui parle de la société, certes, mais comme vous en faites partie, parle surtout de vous. Et c'est ça l'expérience la plus, à mon avis, choquante qui va se passer lorsqu'on va lire, et j'allais même dire vivre, du Guy Debord, notamment dans La Société du spectacle. C'est cette capacité très prophétique, parce que La Société du spectacle s'est écrit dans les années 60, à la fin des années 60, donc il n'a ni vu l'avènement d'Internet, il a peut-être un tout petit peu vu l'avènement de la télévision, il n'a pas vu les réseaux sociaux, il n'a pas vu Facebook, il n'a pas vu les influenceurs, il n'a pas vu... Bref, tout ça. Et c'est peut-être ça qui est le plus terrifiant. C'est le fait de se dire qu'un penseur qui a écrit il y a 50 ans maintenant, voyait et décrivait à l'avance tellement bien notre quotidien qu'on se sent un petit peu idiot, un petit peu bête de ne pas voir ça plus tôt.
et d'un autre côté extrêmement content, ravi, j'ai même envie de dire, d'avoir enfin la chance de pouvoir le lire aussi clairement, aussi violemment d'une certaine manière, et de s'en rendre compte pour nous faire ouvrir les yeux. Juste pour ça, La Société du spectacle est juste géniale, c'est un ovni, c'est à mon sens la définition même parfaite de l'ovni littéraire. C'est un livre qui vous chamboule, qui chamboulera n'importe qui l'ouvrira. C'est très très court en plus, donc si vous avez pas trop de temps devant vous, n'hésitez pas, foncez à aller lire La Société du spectacle. Pour le coup, c'est absolument génial dans le projet, dans ce que ça va vous faire ressentir. Maintenant, je voulais aussi parler de, non pas un livre très particulièrement, même si clairement Schrödinger à la plage, quand j'ai vu ce bouquin, quand je suis parti aller l'acheter à la librairie, je me suis dit, ok, c'est génial. Schrödinger, donc, qui est un physicien, mathématicien, etc. Mais c'est plutôt le concept de à la plage qui m'avait accroché. Et c'est pour ça que je vais vous parler non pas tellement de ce bouquin, mais plutôt de l'édition, de la collection à la plage, qui est juste génial quand on pense à ce projet-là, parce que c'est fait pour prendre des livres des auteurs extrêmement complexes. Donc vous allez avoir du Kant, du Nietzsche, du Spinoza, des physiciens, des mathématiciens, ce que vous voulez, et on va juste vous dire, on va en faire des livres pour vacances, on va en faire des livres pour quand vous êtes à la plage, et que vous avez, même sous un soleil brûlant, même avec de la crème solaire sur votre peau, et qu'il y a des enfants qui gueulent à côté de vous, vous allez pouvoir vous plonger dans la pensée de ces auteurs, de les comprendre en simplifiant toute leur pensée, en la gardant sans la trahir, mais en vous proposant une introduction qui est juste extrêmement lisible, faite pour être accessible, plaisante. Et je me souviens très bien que l'usage en fait de beaucoup d'outils narratifs, c'est-à-dire vous allez avoir des métaphores qui souvent vont être tournées sur le mode humoristique, typiquement le paradoxe de Schrödinger qui est un thème, qui est un concept assez marrant. En fait on va l'expliquer comme un dilemme entre choisir une crème glacée fondante et une glace dure, et on va filer la métaphore pour vous expliquer d'autres lois en physique, d'autres théories, etc., etc. Et ce que ça vous fait sentir, c'est cette possibilité, en tout cas moi que je recommande dans mes cours, c'est l'idée selon laquelle il est très important en tant que lecteur de choisir le bon bouquin, de choisir ce que moi j'appelle être la bonne porte d'entrée. Surtout quand vous voulez découvrir un sujet, un penseur, un domaine, etc. Faites très attention au livre que vous choisissez parce qu'il sera décisif. Ce livre peut vous faire en lire 10 après ou peut vous couper l'envie de lire sur ce sujet, d'approfondir sur ce sujet pendant plusieurs années. C'est en ce sens que je vous recommande la connexion à la plage, tout comme d'ailleurs la collection Que sais-je, qui sont des classiques dans leur manière de construire. C'est des types de livres qui assurent en même temps une qualité d'écriture parce que c'est un expert qui va les écrire sur un sujet, et en plus de ça, un vrai plaisir, une simplicité à lire qui est extrêmement importante de pouvoir choisir dans les bons moments. Quand vous n'avez pas envie, quand vous êtes fatigué, lisez ces bouquins. C'est ça qu'il faut faire. Et plus vous étendrez votre panel en termes d'édition, en termes de type de livre qui vous plaisent et qui vous aident dans les moments difficiles en tant que lecteur, plus vous serez capable de lire plus longtemps, de garder, de continuer à prendre plaisir à lire et d'arrêter d'avoir des espèces de reading slump où vous allez arrêter de bouquiner pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Évitez de faire ça. Allez regarder la collection à la plage, la collection Que sais-je, notamment Schrödinger à la plage, qui est absolument géniale. Ça va vous sauver la mise pendant plusieurs années. Bon, et comme je vous ai promis des livres fous, là on va parler de hacking. Alors pourquoi de hacking ? Enfin non, on va pas que parler de hacking, on va surtout parler de philosophie et de hacking. Comment j'ai découvert ce bouquin ? Tout simplement parce que je l'ai vu sur un forum de geeks qui était aussi passionné par de la philo, et en fait qui avait dit mais c'est un bouquin extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le projet qu'il s'est donné est juste unique. En ce sens que, déjà, il va être préfacé par Linus Torvalds, qui est déjà un des plus grands hackers de tous les temps, et aussi le créateur de Linux, qui est un système d'exploitation. Peut-être que vous connaissez Linux sur le côté marrant, c'est un peu naze, etc. Mais il a créé un système d'exploitation informatique, ce qui est absolument génial, qui est un homme absolument brillant.
Et en plus de ça, Pekka Immonen, lui, c'est un philosophe qui s'est décidé de comprendre un petit peu la philosophie du monde du hacking, c'est-à-dire des hackers, des gens derrière qui savent manipuler l'informatique pour en faire des choses. Et surtout, ce qui est absolument phénoménal, c'est l'influence que ce livre a eue. Parce que, mesdames et messieurs, l'éthique hacker de Pekka Immonen, c'est un livre qui a eu une influence absolument colossale sur la Silicon Valley, alors que c'est très peu connu dans le monde philosophique et même dans le monde commun. Pourquoi donc c'est intéressant? Eh bien tout simplement, c'est que vous êtes entouré certainement de produits de la Silicon Valley, de plein de trucs comme ça, et vous ne savez pas d'où viennent, pourquoi est-ce que ces produits ont été créés, dans quelle logique. Ce que fait Pekka Immonen dans l'éthique hacker, c'est précisément d'expliquer ça de la plus belle des manières. Notamment parce que déjà, Steve Wozniak, qui était un des cofondeurs d'Apple, je l'ai découvert en écrivant cette vidéo, a dit que ce livre décrivait parfaitement l'état d'esprit que la Silicon Valley avait aujourd'hui oublié, et c'est vrai, aujourd'hui, ils sont avides d'argent, de moins en moins créatifs, ils nous vendent des trucs de plus en plus chers, alors qu'à l'époque, du moins décrit Wozniak, c'est que c'était la passion et la créativité qui primaient, ce qui, à mon sens, je trouve très vrai. En plus de ça, Torvalds, donc celui qui a écrit la préface et qui est un hacker, l'exemple même du hacker, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous montrer, comme Pekka Immonen, que le hacker, c'est en fait le citoyen peut-être idéal. Et il va vous faire rentrer dans la philosophie, et je dirais même la vie de manière générale des hackers. Ce monde très peu connu, très obscur, où on se dit « Ok, mais je comprends pas trop ce que font ces mecs-là, on les voit derrière des bureaux, soit avec des capuches, etc. » En fait, c'est des citoyens modèles de l'ère de l'information parce qu'ils ont une philosophie propre de vie. Une philosophie déjà éthique, c'est-à-dire de rapport aux choses, à l'argent, mais aussi d'un rapport au travail, le fait de voir le travail comme un domaine où la création, la créativité est censée primer, un rapport au temps, un rapport à l'argent, qui sont complètement opposés de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'ère capitaliste, notamment si vous allez lire du Max Weber, vous allez vous dire, mais ok, c'est complètement différent, c'est un renouveau, et c'est surtout des gens qui ont vécu ça en groupe pendant des dizaines, voire plusieurs dizaines d'années, et qui ont créé, qui ont fait société d'une certaine manière, qui ont fait et créé une société, une philosophie, une manière de vivre qui est adaptée à leurs valeurs et adaptée à ce qui leur plaisait. Et ce qui est beau, c'est qu'on parle d'un livre qui parle de hacking, mais qui ne parle pas de hacking. En fait, on nous raconte comment se sont développés ces hackers, etc., mais en fil rouge de tout ça, on vous explique comment ces gens-là vivent, comment est-ce qu'ils voient l'argent, le temps, le travail, le plaisir. Et vous allez vous rendre compte que les hackers sont de très grands philosophes, je trouve, et surtout de très grands citoyens. Ils ont compris des éléments sur la vie que je pense la plupart du commun des mortels n'ont pas connus, du simple fait parce qu'ils ont une vie extrêmement particulière, un domaine d'expertise, un travail très particulier, et vous allez comprendre cette espèce de société cachée et vous rendre compte qu'il y a énormément d'éléments, de lois, de préconceptions, de présupposés que vous allez pouvoir détruire ou que vous allez pouvoir construire grâce à eux et qui vont vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus plaisante, beaucoup plus saine. Et juste pour ça, c'est génial parce que c'est vraiment ce genre de livre où vous les ouvrez sans y croire vraiment et en les terminant, vous vous dites voilà, la curiosité à payer, c'était tout simplement génial. Bon, et puis comme là, on s'attaque à un autre délire qui va faire polémique très certainement, qui va en faire parler plus d'un, qui en a fait parler plus d'un, j'ai enlevé le pull. Franchement, on dirait Bernard-Henri Lévy, c'est un peu flippant. Mais l'idée, c'est que je voulais vous parler de ce bouquin parce que mon expérience de lecture, même si j'adhère pas du tout à sa vision des choses, etc., il y a plein de trucs que j'ai trouvé extrêmement intéressants, un regard complètement neuf et surtout une écriture on ne peut pas dire grand-chose, c'est marquant, c'est choquant. Ce livre, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Virginie Despentes qui a écrit ce bouquin en 3 semaines. 3 semaines, sur un coup de colère, et on le sent d'ailleurs à sa plume. Et le livre est tout simplement devenu, même si on n'est pas d'accord, une référence mondiale dans le milieu du féminisme intersectionnel, tout ce qu'on a sur les LGBT, QIA+, nanani nanana. Et
en dépit de toutes les controverses qu'il a pu créer, notamment dans les études de genre, etc., les théories en études de genre, etc., je trouve que l'écriture de King Kong Theory est très intéressante en ce sens qu'elle est radicalement nouvelle. Elle est extrêmement polémique, mais donne une vision de la femme, parce que c'est un livre qui est écrit à la première personne, par quelqu'un qui est féministe, qui a été une prostituée, qui explique un petit peu ce qui se défile sous son regard en tant que femme, ayant choisi ce travail ou y étant un petit peu contrainte. Et quoi qu'il en soit, ce que je trouve absolument magnifique, c'est déjà le courage d'écrire ça, parce que même si on n'est pas d'accord avec les idées qui sont développées, je trouve qu'il y a un courage en tant qu'écrivaine à écrire ça. Et en plus de ça, il y a une certaine fulgurance. Il y a une étincelle qui est faite dans King Kong Theory, qui est assez marquante en tant que lecteur, qui bouleverse d'autant plus en tant que lecteur homme, ça c'est clair, mais qui offre un regard complètement différent sur la société, sur les rapports financiers entre différentes activités, entre les genres, etc., etc. Ce qui me pousse donc à vous partager cette lecture si vous êtes intéressé par lire sur le féminisme, etc., etc. Et même si vous n'y êtes pas intéressé, même si vous y êtes adverse parce que ça vous intéresse pas, les études sur le genre, etc., je trouve que malgré tout, ça reste un outil, enfin ça reste un livre qui est très intéressant à lire pour comprendre un petit peu la psyché de cette communauté et de pouvoir déjà mieux discuter, mieux comprendre, mieux appréhender et potentiellement mieux débattre et mieux construire votre argumentaire à travers la lecture de ce bouquin. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup et c'est un récit très très intéressant, il n'y a pas à dire, je trouve. Mais je voulais pas m'arrêter là. J'ai voulu aller encore plus loin dans le côté what the fuck dans cette vidéo, notamment en parlant d'un livre bonbon. Moi je l'appelle ça livre bonbon parce que quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit oh. C'est un petit peu comme quand vous êtes à Carouf en train de faire la queue et que vous voyez juste à côté de la caissière des espèces de bonbons là comme ça extrêmement colorés. Vous vous dites ah ouais c'est bon, ça vient d'accrocher ma dopamine, je suis pris, et tu le prends et tu le mets derrière ton hachis parmentier, je ne sais quoi, essayer de le cacher comme ça. Ce livre, c'est c'est Foucault en Californie de Simeon Wade. Et c'est énorme, quoi. C'est énorme ce qu'ils ont fait avec ce bouquin, quoi. Il n'y a pas à dire. On parle d'un livre, pardon, extrêmement vrai, sourcé, sur une virée psychédélique qu'un, à mon sens, un des plus grands philosophes du XXe siècle, encore plus parce qu'il est français, Michel Foucault, qui était parti en Californie avec un passionné de philosophie qui était un adorateur de Michel Foucault, qui a décidé de l'accueillir, il est californien, et qui a décidé d'accueillir Michel Foucault, un philosophe perçu comme étant extrêmement austère et sérieux, à expérimenter le LSD dans le désert avec un autre groupe d'étudiants. Rien que là, le synopsis du bouquin est juste génial. Et en fait, vous allez avoir cette sensation très particulière de suivre un philosophe absolument brillant, d'une culture et d'une érudition imbattable. Et en plus de ça, vous allez le voir dans ces instants, dans la bagnole. Vous allez le voir en train de fumer une clope ou fumer un pétard autour d'un canapé. Et Simeon Wade, qui lui est aussi un docteur et professeur de philosophie aux États-Unis, à Berkeley, c'est vraiment quelqu'un de brillant. C'est à l'époque, donc c'est les 70s, je crois, ou les 60s, je sais plus trop. Donc c'est l'avènement du mouvement hippie, et vous êtes transporté dans cette espèce de voyage kiffant, qui vous rappelle d'ailleurs vos plus beaux voyages de jeunesse, où vous avez ce mec-là dans ce groupe d'amis que vous ne connaissiez pas, qui a l'air un peu chelou, un peu discret, un peu silencieux, mais il y a un côté mystérieux qui vous intrigue. Et là, vous avez le récit de gens qui sont passionnés de philosophie, qui ont un des plus grands philosophes sur Terre à cet instant-là, qui prennent du LSD, qui fument des joints et qui discutent de philosophie. Et vous voyez Michel Foucault cité dans le texte, le plus clairement possible, déployer sa pensée, mais comme dans un dialogue, comme si vous étiez présent, pas comme dans ses livres quand c'est un petit peu complexe. Mais là, c'est désabusé, c'est décomplexé.
Et vous voyez la philosophie de près. C'est ça qui nous intéresse, c'est que vous allez le voir triper, vous allez le voir discuter, vous allez le voir cogiter, vous allez le voir regarder un paysage, le paysage sera décrit, vous allez avoir des photos, parce qu'évidemment il y a des photos de cette virée assez incroyable en Californie. Et vous allez le voir penser, réfléchir, douter, rigoler, puis critiquer, puis après s'énerver sur un point. Et vous allez simplement avoir cette expérience très belle d'avoir un grand philosophe à côté de vous, en chair et en os. C'est ça que ça vous donne, c'est un livre très très court, c'est une expérience de lecture unique, absolument magnifique. Vous allez avoir la chance de voir Michel Foucault habillé dans son style 60s, 70s, c'est-à-dire un flow absolument légendaire, un style énorme, et juste foncez sur ça, parce que c'est un voyage que vous allez vous offrir depuis votre lit ou depuis votre bureau. Juste pour ça, c'est une pépite. Bon, le truc, c'est que là, je vais vous décevoir, parce que le livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas lu en entier. Je ne l'ai pas lu complètement, tout simplement parce que il est particulier. Et peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais essayer de vous rajouter des éléments que peut-être vous ne connaissez pas encore. L'Ulysse de Joyce, tout simplement. L'Ulysse de Joyce, pour moi, c'est une énigme, surtout d'autant plus parce que ça me touche familialement, parce que ma sœur a fait sa thèse, son doctorat dessus. Donc, je parais un petit peu comme une bille quand je vais parler de l'Ulysse de Joyce. Si tu tombes sur ça, chère sœur, ne m'en veux pas. Mais c'est quand même déjà un livre qui a été censuré. Les passages devant lesquels on passe quand on lit l'Ulysse de Joyce, des passages qui ont été jugés à leur époque obscènes, sont extrêmement intéressants parce qu'on sent le projet de Joyce de tester un petit peu les limites de l'art, du roman et surtout des lois sur la moralité. Je trouve qu'il y a ce côté très particulier chez Joyce où on sent que le mec joue. Le mec joue un petit peu. Mais il joue avec un style qui, je dirais pas est inégalé, mais en tout cas est inégalé dans sa spécificité, dans sa singularité. Parce que l'Ulysse de Joyce, c'est ça. C'est la singularité du trou noir. On se dit, comment ça se fait qu'il y a un mec qui se soit posé à son bureau et qui ait écrit ce délire-là ? Joyce, de ce que j'ai pu croiser ou de ce que j'ai pu trouver, utilisait des notes de conversation qu'il entendait quand il était posé dans des bars, dans des cafés, etc., pour rendre ces dialogues, donc les dialogues de l'Ulysse, réalistes, parfois très palpables de réalité, parfois drôles, parfois vulgaires, mais bref, pour que quand on les lise, on se dise « Ah putain, il y a quelque chose de très là, quoi, de très vivant ». Et c'est ça que je trouve qui crée une expérience de lecture très singulière dans l'Ulysse de Joyce, qui, moi, est précisément ce qui m'a donné envie de le lire, mais ce qui aussi m'a perdu dans cette lecture et ce qui a fait que je ne suis pas allé au bout. C'est d'ailleurs d'abord ce style fondamentalement expérimental, avec des changements de perspective, un flux de conscience, parce que c'est comme ça que je le décrirais, cette espèce de fluidité dans les personnages, dans leur manière d'être, dans la manière d'écrire, qui est à la fois cool quand on débute, mais qui peut désorienter par la suite. CF, d'ailleurs, ce que je disais, confère ce que je disais tout à l'heure sur Rayuela. Et surtout, un sentiment, qui là aussi est connecté à Rayuela, de déchiffrage. C'est ça, je trouve, l'expérience de lecture que ça permet de lire l'Ulysse de Joyce, c'est d'être un lecteur-acteur. Ce que moi j'essaye d'enseigner du coup dans mes cours, c'est cette logique selon laquelle vous allez rentrer en dialogue avec le texte, déchiffrer les signes, les significations qu'il est en train de décliner, et parfois d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'auteur vous amène dans des cul-de-sac, dans des trucs très bizarres, et volontairement qu'il le fasse pour vous perdre. Et qu'en tant que lecteur, vous vous demandiez « Ah, mais pourquoi est-ce que là, on veut me perdre ?» Ça, c'est absolument génial, parce que ce que ça fait, c'est que ça vient assez naturellement quand vous lisez Joyce. Il y a ce côté déchiffrage, décryptage, j'ai même envie de dire, puisque là on parle aussi de signes, de symboles. Ça me fait penser notamment en disant ça à ce que Gilles Deleuze, dans Proust et les signes, avait fait sur sa lecture d'À la recherche du temps perdu de Proust. C'est ce travail où vous allez être obligé, vous n'allez pas ne pas pouvoir vous triturer les méninges. C'est pour ça que c'est un type de lecture très particulier, c'est que
beaucoup de lecteurs ne veulent pas forcément avoir à faire ce travail-là. Or, précisément, si vous êtes le type de lecteur qui aime faire ça, vous allez être servi. Croyez-moi, il est impossible, à mon sens, de lire l'Ulysse de Joyce sans trouver cette espèce de satisfaction progressive d'avancer intellectuellement, de se projeter intellectuellement dans quelque chose qui se construit, qui avance et qui est plus fort que vous. En plus de ça, en plus de cette immersion, il y a cette proximité avec les personnages, des détails triviaux, absolument banaux de la vie quotidienne qui vont vous être partagés. Tiens, il s'est passé ça pour tel mec. Oh, et oui. Oh, tiens, j'ai vu dans la rue qu'il y avait eu ça. Ou quand vous avancez et que vous n'êtes pas trop aguerri avec les romans, vous vous dites, mais pourquoi il me raconte ça, je m'en contrefous. Et qui, quand vous commencez un petit peu à vous rendre compte du projet qu'Ulysse voulait faire, et ben vous vous dites, ah oui, mais ça a un sens. Ça a un sens dans le puzzle qu'est l'Ulysse de Joyce. Et donc, encore une fois, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que ça s'est dit? Ah, et tiens, quand 2 chapitres plus tard, il mentionne ça, est-ce que, même si c'est chelou, même si c'est tiré par les méninges, même si c'est tiré à 4 épingles, est-ce que ce serait pas pour ça qui me fait dire ça? Bref, vous voyez un petit peu le genre de fil conducteur dans lequel vous allez être emmené et qui rend la lecture de l'Ulysse extrêmement singulière, qui que vous soyez. Parfois, ça en décourage, et ça en a découragé plus d'un, des milliers qui, au bout de 10-15 pages, se sont dit « mais qu'est-ce que je vais foutre à lire ce putain de truc ?» Et qui, pour d'autres, regardez, ma sœur, elle en a fait sa thèse de doctorat et ça l'a passionnée. Ça reste, je trouve, un livre total, un livre qui prétend une certaine universalité dans la pluralité des thèmes qu'il développe. À mon avis, c'est un must, et surtout, c'est le genre de bouquin que j'aime bien avoir chez moi quand j'ai envie de me tester. Quand, typiquement, j'enchaîne des bouquins que je trouve simples, etc., que ça fait 3-4 mois que je suis dans une routine de lecture où, voilà, chaque jour, je lis 1 heure, 1 heure et demie à mon bureau, focus, etc. J'aime bien, à des moments, avoir des lectures de challenge, et franchement... l'Ulysse de Joyce, c'est Rocky Balboa, quoi. C'est genre, ok, tu crois que t'es chaud, et je vais te mettre face à lui, on va voir ce que tu vas dire. Rien que pour ça, ça mérite, ça vaut le coup. Je pense que, inévitablement, en tant que lecteur, un jour, ça vous titillera et vous vous direz, ok, faut que j'aille le lire. Donc, juste pour ça, achetez-le, et si un jour vous avez envie de vous tester, ouvrez-le. J'ai voulu faire une petite boucle et revenir au tout début avec ce livre qui s'appelle Alphabet, d'Inger Christensen, qui, lui, en termes de bizarrerie, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que je faisais une boucle? Parce que je revenais à un des premiers livres dont on a parlé, qui était Le Nombre d'Or. Et cette fois-ci, je ne saurais pas comment décrire ce projet de livre, en fait. Parce que je me dis, le mec qui a eu cette idée est juste génial. En fait, ce que Christensen s'est proposé, c'est de faire un livre qui suit les lettres de l'alphabet. Jusque-là, on est plutôt bon. Et en même temps, la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci, si vous avez fait un peu de maths, c'est la suite qui dit qu'en gros, le terme suivant est égal à la somme des 2 termes précédents. C'est d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, le code de mon téléphone depuis maintenant 10 ans. Quand on m'en avait parlé en cours de maths, il y a vraiment très longtemps, je l'avais automatiquement mise sur mon téléphone. Donc les codes de mon téléphone, si un jour vous voulez venir me chourer, venez et vous connaîtrez mon code. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que là, on parle de bouquins. Et en gros, ce poète, pour structurer chaque vers, a suivi la continuité de l'alphabet et en plus de ça, a suivi la logique de Fibonacci. Je vais vous faire apparaître juste là un exemple de poème que vous allez voir qui est en plus, à mon avis, d'un livre complètement fou, une œuvre d'art. Pourquoi ça? Parce que, comme dans Le Nombre d'Or, on voit que se connecte entre eux une esthétique mathématique avec une esthétique pure, de beauté littéraire, de beauté lyrique, si vous voulez, parce qu'on parle de poésie. Et ici, c'est comme si poésie et mathématiques, 2 enfants quand même complètement séparés, fusionnés.
L'auteur l'a écrit en réponse pendant la guerre froide, dans un contexte de guerre froide, et l'idée c'était d'explorer le paradoxe entre d'un côté l'ordre de la nature qui est si beau, si parfait, et qui est suivi dans la suite de Fibonacci, qui historiquement est la suite de reproduction des lapins, etc., qui est une suite mathématique mais extrêmement connectée à la nature, et d'opposer ça à ce que l'auteur voyait, c'est-à-dire le chaos des humains pendant la guerre froide. L'expérience et la sensation que vous allez avoir en tant que lecteur est inégalée cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que la structure mathématique de Fibonacci crée, pour ceux qui connaissent un peu, un rythme, j'allais vous dire poétique, mais en fait j'ai envie de vous dire hypnotique. Presque, ça va vous faire rentrer dans un état de transe extrêmement méditatif, particulier. Les thèmes sont extrêmement larges, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que je pense que même si vous n'aimez pas la poésie, ça se lit très très bien et c'est surtout une ouverture sur des thèmes comme la nature, la guerre, la perte. Le truc, c'est que dans ce désordre, dans ce chaos, la présence de la suite de Fibonacci, par nature, j'ai envie de dire, mais très paradoxalement, vous fait sentir un côté apaisant, un côté, vous allez vous dire, tout est aligné, tout est clair, tout est normal dans ce chaos. Bon, je pense que à ma tête, à ma manière d'en parler, vous devez vous dire, ok, ce livre-là est quand même assez chelou, mais il est d'une beauté, je trouve, radicale. Je trouve que c'est un livre, je sais qu'il est assez difficile à trouver, je crois, mais qui est un bijou, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que vous allez acheter rarement, mais qui, quand vous allez le regarder ou quand vous allez avoir l'audace de l'ouvrir, vous allez vous dire, c'est beau, je suis fier d'avoir ça dans ma bibliothèque. Et rien que pour ça, Alphabet, c'est une idée absolument géniale, courageuse, innovante et je trouve brillante, qui ne peut qu'enrichir votre bibliothèque en termes de livres extrêmement chelous, extrêmement bizarres, mais qui restent absolument géniaux. Voilà, j'espère que cette liste de bouquins vous a plu, j'espère que vous allez en acheter plus d'un, en tout cas je vous le souhaite, et je vous dis évidemment à très vite pour de nouveaux conseils de livres et surtout de nouvelles techniques de lecture intelligentes. Ciao ciao.